Alors, maintenant, nous allons assister à l'intervention du président du mouvement VIA, la voix du peuple, numéro 3 de la liste L'Europe ça suffit. C'est un honneur de l'avoir aujourd'hui avec nous à Lyon. Un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Frédéric Poisson. Je salue également les candidats qui sont sur notre liste et pour lesquels vous allez voter. Vous avez déjà vu Pierre, vous avez vu Valérie, vous n'avez pas vu Claire de Plainval qui est notre référente pour le département. Vous avez vu Nathalie qui vient de la Saône-et-Loire et que j'ai croisé dans le room à Beaune, qui est référente de compatriote dans ce département. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Le sixième, c'est moi, donc ça va. Je crois que j'ai présenté tout le monde. Et Martin, oui, Martin, bien sûr, qui est sur la liste, mais Martin. Donc, vous avez la plaisir de vous présenter. Merci à tous les intervenants d'avoir défriché le terrain, comme ça, je vais pouvoir dire absolument autre chose que ce que j'avais prévu de dire, mais ça n'a pas d'importance. Et surtout, je voudrais rebondir sur un événement parmi beaucoup d'autres qui nous a rassemblés, Florian et moi, ces jours-ci, parce que Valérie, tu mentionnais l'Organisation mondiale de la santé il y a quelques minutes. Nous étions à Genève avec Florian samedi matin pour manifester devant le siège de l'OMS contre le protocole sanitaire et la confiscation que l'OMS veut opérer de notre santé publique, c'est-à-dire notre santé personnelle, pour être clair. La santé publique, c'est pas une abstraction, c'est la vôtre, la mienne. C'est le système dans lequel nous entrons quand nous sommes malades, bref. Tout ça, c'est nous. Et il se trouve que dans cette manifestation, nous n'étions que 2 Français. Et il y avait, je ne sais pas, 80, 90 intervenants du monde entier. Du monde entier. D'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de toute l'Europe, un peu d'Asie, des Japonais, des Africains, ça venait de tous les coins. Et nous étions 2 Français à venir manifester devant cet organisme tentaculaire d'autre opposition à ce protocole sanitaire qui voulait confisquer une partie importante de notre liberté. C'est terrible, mais d'une certaine manière c'est encourageant, parce que ça veut dire, comme disait Valérie, que nous sommes dans le bon chemin, et qu'il nous a fallu à peine 15 secondes, Florian et moi, pour décider que au sortir, quand on est descendu du podium, nous avons effectivement attesté le fait que nos mouvements respectifs, VIA et les Patriotes, réfléchiront dès lundi matin à une grande campagne pour inviter la France à ne plus financer l'OMS et pourquoi pas à sortir de cette organisation tyrannique. C'est facile avec vous, vous voulez sortir de tout. En fait, il faut qu'on se tire pour dire les choses trivialement. C'est un peu facile, après tout. Pourquoi ne pas essayer depuis l'intérieur des organisations de faire en sorte que les choses s'améliorent? J'ai plusieurs choses à vous faire remarquer et à partager avec vous sur ce point. D'abord, ces organisations internationales, c'est vrai de l'Union européenne, mais c'est vrai aussi de l'OTAN et de l'OMS, sont conçus comme des organismes de coopération, de coordination, d'accompagnement, d'une certaine manière d'aide des États membres, pas comme des organismes de tutelle. Quand nous sommes entrés dans l'OTAN, il s'agissait de se défendre contre un bloc soviétique. Le bloc soviétique n'existe plus. L'OTAN aurait dû être dissous, d'ailleurs la responsable de l'OTAN avait promis au président Gorbatchev et Yeltsin que tout ça serait dissous. Il n'en a rien été, vous l'avez remarqué. Et puis l'OTAN est devenu, il y a 25 ans, presque jour pour jour, quand elle s'est mise à bombarder la Serbie et Belgrade pendant 78 jours sans discontinuer, un organisme belliqueux et offensif, alors qu'il était conçu pour être un organisme pacifique et défensif. Ce jour-là, dans une large mesure, nous avons changé le monde. Le monde entier a compris qu'en fait, l'Occident avait désormais 2 conceptions du droit international.
celle qui s'applique aux autres, qui est rigide, et celle qui s'applique à lui, qui est d'une élasticité à peu près à toute épreuve. À partir de ce jour-là, l'Occident a perdu le peu d'autorité qui lui restait sur le reste du monde. Par chance pour nous, entre guillemets, par malchance pour les Serbes et les Kosovars, les Russes, les Chinois et tous les autres n'étaient pas en situation de résister à ce qui a été fait à la Serbie il y a 25 ans, c'est-à-dire grosso modo arracher de la Serbie l'équivalent de l'Île-de-France pour en faire un État indépendant. Voilà ce qui s'est passé. Si vous avez envie de faire des parallèles avec le fait que la Crimée reprend la Russie à l'Ukraine, ne vous gênez pas, c'est exactement ce que les Russes ont dans la tête. Mais quand on dit aux Russes vous n'avez pas le droit de faire ça, ils répliquent mais pourquoi vous avez le droit et pas nous? C'est-à-dire quand on n'est pas en situation de le faire, on ne le fait pas. Et puisque vous le faites et que vous ne vous interdisez pas de le faire malgré l'état du droit, et quand on est en situation de le faire, on le fait. Comme on dit au football, un partout, balle au centre. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est idéal, je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu faire autrement. J'entends tout ça. Mais voyez combien cette organisation, l'OTAN, est devenue en réalité une espèce de... Bon, je ne vais pas dire de monstre, parce que ce serait exagéré. Mais en tout cas, très clairement, un organisme qui ne défend plus aujourd'hui que les intérêts américains en Europe, et qui se contrefiche absolument de savoir ce que peuvent être les intérêts des peuples européens. Et c'est la raison pour laquelle, de ça aussi, nous devons sortir. Sans attendre. J'avais dit ça dans cette salle. Il y a... Dans cette salle... Après, monsieur, s'il vous plaît. Après. Dans cette salle, j'avais dit ça il y a 8 ans. J'étais alors candidat à la primaire de la droite et du centre, et j'étais venu faire une réunion, qui était une réunion absolument magnifique. Je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain d'un débat télévisé. Et à l'époque déjà, j'avais proposé dans mon projet de quitter l'OTAN, parce que nous étions déjà convaincus chez nous que nous n'avions plus grand-chose à y gagner. Et malheureusement, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, nous nous heurtons d'abord au fait que nos compatriotes ne savent pas très bien ce qui se passe, ne voient pas très bien cette complexité, ont oublié la Serbie, ont oublié que nous avons perdu des soldats là aussi dans ces pays. Les opérations ont duré quand même un certain nombre d'années. Oubliez qu'il y a eu des accords de Minsk, oubliez des tas de choses. Mais on fait tout pour leur faire oublier, puisque vous êtes certainement convaincus tout comme moi du fait que, évidemment, le conflit russo-ukrainien a démarré le 22 février 2022. Il ne s'est rien passé avant. Les méchants russes ont décidé de se lever un matin en disant « Tiens, je ne sais pas quoi faire ce matin, je vais envahir l'Ukraine. » Un peu comme Woody Allen disait à chaque fois que j'ai entendu Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Vous voyez, c'est un peu le même genre. C'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus ancien et un peu plus compliqué. De la même manière que, bien entendu, le conflit israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre. Vous êtes bien conscient qu'il y a derrière nous, peut-être pas 40 siècles d'histoire, comme disait Napoléon au pied des pyramides, mais enfin, un certain nombre d'années, de décennies, on ne peut pas dire de siècles, de choses conflictuelles, non réglées, stratifiées, gelées, enfin. Et tout ça est fait pour nous inculquer, j'allais dire nous infuser, nous injecter, c'est à la mode après, paraît-il, injecter, des récits, on appelle ça des narratifs, méfiez-vous quand on emploie le mot narratif. Un mot récent d'ailleurs, avant, personne ne parlait jamais de narratif, on parlait d'histoire, on parlait de récit. Être compte rendu, on parlait de description, on parlait de narratif. Mon narratif, c'est quelque chose de particulier. Ne cherchez pas, c'est l'exacte traduction française du mot storytelling, qui est un mot que les communicants américains utilisent bien volontiers pour arranger la sauce, comme on dit trivialement. Et ce narratif-là, il n'est fait que pour une seule raison. Une seule raison. Nous forcer, l'air de rien, à regarder les choses comme nous dirigeons les voies pour que, sans nous en rendre compte, nous adoptions leur modèle.
C'est une affaire ancienne. Ça date de l'invention des relations publiques et de la publicité, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. On a décidé de commencer à orienter le comportement des gens de manière un peu insidieuse, parfois même sans prononcer forcément de mots. Et vous connaissez comme moi l'organisme de sondage qui s'appelle BVA. Vous avez déjà entendu parler de cet organisme-là, qui comme l'IFOP ou d'autres. Et cet organisme BVA, si vous allez sur son site, il y a un petit onglet qui s'appelle Nudge Unit. C'est de l'anglais. Nudge, to nudge en anglais, ça veut dire, c'est quand vous êtes à côté de quelqu'un dans une réunion, c'est à votre voisin de parler, il s'en est pas rendu compte, alors vous lui mettez un petit coup de coude comme ça, pour dire, mais oh, c'est à toi. Ou alors, vous faites juste un petit poussette de la main pour dire, bon, avance, la queue avance, vas-y. Ou un petit clin d'œil pour dire, il fait quelque chose parce qu'il faut que tu fasses quelque chose, sans parler, sans contrainte, sans message, sans coercition, sans violence, sans rien, juste inviter à modifier son comportement à partir d'un petit signal de rien du tout. Eh bien, il y a des organismes qui sont spécialisés dans ces techniques, et l'organisme BVA s'enorgueillit d'aider des gouvernements, des organisations à pratiquer ça pour leur population, pour leur cadre, pour les organisations, faire changer doucement, insidieusement, des comportements à l'aide de techniques modernes. C'est exactement, mes amis, ce que nous sommes en train de vivre dans notre monde moderne. Ce n'est pas simplement le triomphe de la publicité ou de la communication. C'est un climat général qui fait que, comme ça a été très bien dit par ceux qui ont parlé avant moi, c'est notre héritage en entier qui est menacé. Notre héritage, c'est la philosophie grecque, qui nous rappelle que la vérité a de la valeur, que ce soit à titre individuel ou à titre public. Notre héritage, c'est Rome, qui nous dit que le droit est quelque chose d'important, qu'il ne vaut pas s'il ne sert pas à protéger le faible contre le fort et s'il n'est pas même pour tous. Notre héritage, c'est le fait de prendre soin de son prochain, ainsi que nous l'a appris le christianisme, qui ne fait pas grand cas, qui n'est pas obsédé par, comment dire, votre capacité à respecter des règles formelles ou à réciter des prières. Le bon Dieu ne compte pas ça. La Sainte Vierge non plus, d'ailleurs. Quelle mère tient une comptabilité? Non. Ce que nous avons le christianisme, c'est que nous avons le devoir de nous occuper de celui qui a besoin de nous. Et la conjonction des trois fait la France. Et à chaque fois que je travaille... Chaque fois que je traverse notre pays ou que je le survole en y revenant, ou simplement, comme ces jours-ci, en sillonnant à peu près dans tous les sens tout le pays, je pense de manière presque rêveuse, mais en tout cas très admirative, et plein de reconnaissance, aux milliards d'heures de travail qu'il a fallu pour fabriquer tout ça, pour découper les champs, fabriquer les routes, construire les immeubles, construire cette belle langue, cette magnifique culture. La cuisine fait partie aussi de notre art de vivre, et les vins, chère Nathalie, dans votre belle région. Et au fond, c'est ça qui est en jeu dans cette campagne électorale, peut-être plus que les fois précédentes. Vous allez me dire, c'est vrai à chaque fois, puisque à chaque fois, comme on n'arrive pas à contenir nos adversaires, bien évidemment, ils sont davantage en danger que la fois précédente. C'est assez vrai. Mais là, nous arrivons à une forme de limite. Nous sommes quasiment à un point de rupture. Alors, je vois quelques... je ne veux offenser personne, mais visiblement, si j'en juge à la couleur de certains crânes, il y a dans la salle des gens qui sont de la même génération que moi. Et donc, s'ils sont de la même génération que moi, ça fait au moins 30 ans qu'ils entendent à peu près une fois par semaine, ça va péter. Vous avez entendu ça souvent. Et ça ne pète pas. Mais ça ne pète pas pour une raison simple. C'est que nous ne sommes pas habitués en France à voir l'avenir en noir. Nous ne sommes pas habitués à à être conduits à imaginer que nous devons changer de style de vie, faire des efforts supplémentaires ou envisager de vivre autrement. On n'est pas habitué à ça. La meilleure preuve, c'est que pendant la crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé?
si vous n'étiez pas content, on faisait un chèque. Puis on était content. Puis après, quand on était pas content, on refaisait un chèque. Et on était recontent. Et ça continue. Pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Cependant, pendant cette crise sanitaire, ce qui s'est produit, c'est que nous avons été la proie, pas d'un complot. Je ne crois pas dans les complots. En revanche, la proie d'un projet politique qui avance masqué, qui ne dit pas ce qu'il est, et dont la crise sanitaire a été l'occasion du déploiement. Quel est ce projet? C'est très simple. Il consiste à vouloir réduire notre existence à celle de producteurs le jour, dormeurs silencieux la nuit et consommateurs le week-end. En dehors de ça, si vous voulez bien la fermer, même quand vous n'êtes pas d'accord, ça ira bien à tout le monde. Et le confinement, c'était ça. On nous a quand même, comme je dis souvent, maintenant qu'on peut prendre 30 secondes de recul sur cette affaire, on nous a quand même conduit à signer des papiers pour nous donner à nous-mêmes l'autorisation de sortir de chez nous et d'y revenir. C'est quand même incroyable. Et vous savez ce qui est plus incroyable? C'est qu'on l'a fait. C'est ça le plus incroyable. Alors évidemment, on est en France, donc il y a des petits malins qui avaient un papier, une feuille dans la poche pour de 13h à 14h, une note pour 14h à 15h, d'autres qui se sont inventés un chien. J'ai un de mes amis qui s'est promené qu'une laisse avec perso de lui, la lèche qu'une laisse et pas de chien. Donc il prenait la laisse, puis il me dit si je croise un gendarme, je dirais que mon chien est parti, je le cherche. Ça s'est pas produit, mais enfin ça fait. Il y a quand même des petits. Mais on s'est quand même retrouvés, mes amis. Enfin, souvenez-vous de ce qui s'est passé quand même. On s'est retrouvés seuls chez nous. On nous a reporté des élections municipales. Ma chère Madame, non sans conséquence. Mais vous m'accorderez que c'est pas par hasard s'il n'y a pas beaucoup de temps entre deux tours d'une élection, en France d'ailleurs comme ailleurs. Quand vous mettez non pas une semaine, mais 8 semaines d'écart entre deux tours, ça n'est plus la même élection. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, quand on reporte l'élection municipale, en se demandant au passage, enfin, souvenez-vous, on a entendu des trucs quand même incroyables. Des gens qui venaient très sérieusement vous expliquer sur les plateaux de télévision que s'il n'y a pas de passe sanitaire, on n'a pas le droit de voter. Quand même. Ou d'autres qui expliquaient que ceux qui n'étaient pas vaccinés, on ne pourrait pas leur rembourser les frais d'hospitalisation si par ailleurs ils avaient eu l'appendicite ou un truc, parce qu'après tout, c'est ça qu'on a entendu. Est-ce qu'on a protesté? Et il y en a qui étaient d'accord. Est-ce qu'on a dit qu'il faudrait mettre le feu au ministère de la Santé? Ou alors, je ne peux pas le faire, hein, ça nous procurerait quelques ennuis, puis ça ne réglerait pas grand-chose au passage. Mais c'est ça que nous avons subi. Sans protester plus que ça. En étant un peu sidéré pour le premier confinement, c'est vrai. Tout le monde a été surpris, à part Mme Buzyn et le Premier ministre, mais sinon tout le monde savait prendre de vitesse. Mais après, on savait. Nous sommes restés dans notre zone de confort. Et pire que ça. Pendant les déjeuners de famille ou les déjeuners entre amis, ceux auxquels on avait le droit ou ceux qu'on arrivait à organiser à la sauvette, pour aller chez le voisin, donc en passant par le portail de la rue, mais en franchissant la haie, dans le derrière jardin. Quand on arrivait à parler du vaccin, de la crise sanitaire, à un moment, on s'arrêtait de parler, parce que faut quand même que le repas aille jusqu'au dessert. Vous n'avez quand même pas fait 200 km pour repartir après la salade de tomates, quand même, c'est pas... Il fallait tenir les fondements de la paix entre les gens. Et quand il faut tenir les fondements de la paix entre les gens, dans des familles ou dans un cercle d'amis, ben on évite de parler des sujets qui fâchent. Voilà, ça on fait tout le temps. Hein. Le problème, c'est que des sujets qui fâchent dans la famille, même si c'est des vieux règlements de compte à la Corse, vous savez, à la Corse, ça veut dire qu'on est fâché, mais on ne sait plus pourquoi. C'est ça que ça veut dire. Grande affection pour les Corses, il y en a dans la salle, je vous aime. Mais quand même, enfin, de temps en temps, vous êtes fâchés, vous ne savez plus pourquoi. C'est comme ça, c'est la règle. Non, je ne parle pas de ça.
tâches, mais qui vont au-delà, bien au-delà du cercle d'amis, du cercle familial dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Il s'agit de la société tout entière dont on parle. Et bien voyez-vous, le Frexit, c'est la même chose. Et je sais bien ce qu'on entend quand vous commencez à parler du Frexit dans, comment dit-on, dans certains milieux, c'est ça qu'on dit d'habitude, pour certains milieux. Nous qui avons été des défenseurs de la dignité humaine, de la vie et de tas de trucs absolument insupportables, infréquentables et indicibles pendant 30 ans, on a une certaine forme d'expérience de choses qu'on ne devrait pas dire et pourtant qu'on continue à dire. Donc le Frexit, ça ne fait qu'un de plus pour nous, c'est pas une nouvelle. Pour vous d'ailleurs, c'est la même chose. Mais jusqu'ici, on s'arrêtait quand on évoquait le Frexit. Et bon, allez, ok, on va pas. Puis alors en plus, on a la plupart du temps pas une densité argumentaire en réponse très, très spectaculaire, il faut quand même reconnaître. Parce que, à part, t'as rien compris, t'es à côté de la plaque, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Enfin, si vous avez déjà entendu autre chose que ça, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Mais franchement, on n'a pas beaucoup de... Alors, je ne vais pas vous dire ce que dit Florian, la formule d'ailleurs, son exposé est tout à fait juste. Pour m'amuser l'autre jour, d'ailleurs, dans un dîner entre amis, j'ai fait le test. Il dit, mais puisque vous voulez tellement y rester, dites-moi pourquoi vous y restez, vous faites. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette Union européenne? Dites-moi, je vous écoute. Bah, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Alors j'ai fait l'exercice pour moi, parce que il faut savoir développer son esprit critique. De temps en temps, tu me dis, tiens, vous faites, tiens, allez, prends ton courage à deux mains, trouve quelque chose de bien dans l'Union européenne. Je cherche encore. Non, il y a des tas de choses de bien dans l'Europe, oui, dans le continent européen. Des choses merveilleuses. De coopération entre les gens, entre les entreprises, enfin, autant de choses qui d'ailleurs existent depuis très longtemps. Que l'Union européenne n'a pas inventé. Je pense à Erasmus, par exemple, tout le monde est ébloui d'Erasmus. Et a raison. Enfin, quand vous regardez l'histoire des universités, les échanges d'étudiants, les voyages d'étudiants d'une université à l'autre à l'étranger, ça commence avec les universités, c'est-à-dire au XIIe siècle. C'est pas une nouvelle quand même, on n'a rien inventé. C'est pas... Donc, c'est pas l'Union européenne. Heureusement qu'on n'a pas attendu la Commission de Bruxelles pour fabriquer l'Airbus, Ariane l'espace et deux, trois autres choses de cette nature. Et les grandes réalisations industrielles de l'Europe ne doivent pas grand-chose, en réalité, à la Commission et même rien. J'ai tendance à dire, la plupart du temps, moins la Commission de Bruxelles s'occupe de quelque chose et mieux ça fonctionne. Donc pourvu que ça dure, qu'elle s'en occupe de moins en moins. Nos adversaires n'ont pas d'argument, mais malheureusement, une idée fausse qui rentre dans le cadre de ce qu'on entend d'habitude est toujours plus percutante, plus confortable qu'une vérité qui dérange. Mon collègue Pierre Vignery, vous connaissez au moins son nom, qui a été ministre et président de la Commission des Affaires sociales longtemps, avait l'habitude de dire un mensonge simple a toujours plus de fortune qu'une vérité complexe. C'est la même chose. Et ajoute à ça que, comme j'ajoute moi-même souvent, le mensonge prend l'ascenseur alors que la vérité prend les escaliers. Donc ils arrivent au même endroit, mais la vérité un peu plus tard. Donc voilà dans quel état nous sommes pour défendre le Frexit. C'est pas facile. Hein. Mais, comme disait Valérie tout à l'heure, nous sommes dans le vrai. C'est nous qui avons raison. Edgar Faure disait « C'est un grand tort d'avoir raison trop tôt ». C'est assez vrai. C'est d'ailleurs pas vrai qu'en politique. Vous connaissez ça dans l'éducation, dans les organisations, dans l'entreprise. Il y a des tas de domaines dans lesquels il vaut mieux, quand on a raison, pas le dire trop tôt, parce que ça peut avoir comme conséquence le fait de tuer la vérité qu'on est en train de proférer, de lui faire davantage de mal que de bien. La seule différence, c'est que nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Nous sommes à quelques jours de la guerre, si on laisse faire les cinglés qui nous gouvernent. Un jour ou l'autre, on va recevoir des pélous sur la tête. Enfin, c'est pas possible autrement. C'est pas mon souhait, hein, je vous le dis tout de suite. Depuis le début, nous avons avec les patriotes cette communauté de vues sur les questions de la paix en Ukraine et ailleurs. Le conflit russo-ukrainien n'est pas notre guerre, l'Ukraine n'est pas notre allié, l'Ukraine ne se bat pas pour nos valeurs, et Vladimir Poutine n'est pas notre ennemi. Qu'est-ce qu'on irait faire dans ce bourbier ?
des commentateurs qui disent mais oui, mais vous comprenez, Vladimir Poutine va envahir la Pologne. Après la Pologne, ce sera l'Allemagne. Il faudra la paix au Danemark parce que c'est trop petit. Et puis après, une fois qu'il sera en Allemagne. Et alors j'ai posé cette question un jour à malheureusement un général de l'armée française pour lequel j'avais encore un peu d'estime. Je lui ai dit, mais explique-moi pourquoi la Russie, qui est 7 fois moins peuplée que l'OTAN, et dont les budgets de défense sont 14 fois moins importants que ceux de l'OTAN, irait s'amuser à nous marcher sur les arpions. Car, au nom de la grande théorie de Michel Audiard qui se vérifie partout, quand les gars de 130 kg parlent, les gars de 60 kg écoutent. L'inverse n'est pas vrai. Donc, dites-moi quel est le risque que Vladimir Poutine aille s'embarrasser à occuper la Pologne. Vous vous rendez compte, 40 millions d'habitants. Eux armés jusqu'aux dents, puis avec des avions qui marchent. Hein, c'est pas le... Oh, pourquoi voulez-vous qu'ils fassent ça? Donc nous avons, avec effectivement les patriotes, comme sur la crise sanitaire, tâché de combattre ce mensonge qui consiste à dire que notre salut est dans la guerre contre la Russie. Car c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est ça. C'est pas une action humanitaire pour l'Ukraine. Il ne s'agit pas d'aider des dispensaires à Madagascar ou en Haïti après un tremblement de terre. On est en train de vous dire, nous défendons l'Ukraine parce que si nous ne défendons pas l'Ukraine, elle tombera, et si elle tombe après, c'est nous. Voilà le message. Et pourquoi on fait ça? Ah, pour une raison simple. C'est que il faut que nous entrions en économie de guerre. Je reprends l'expression de notre inénarrable ministre des Affaires étrangères, c'est celui qui a fait français deuxième langue à l'école. Et alors lui, il nous a dit qu'il fallait rentrer en économie de guerre. Alors qu'est-ce que c'est l'économie de guerre? On sait ce que c'est. Vous avez dans les manuels d'histoire, quand on était petit, on apprenait comment de la guerre 14-18, ou même un peu en 40. Alors en 40, malheureusement, l'effort de guerre, c'était plutôt pour les Allemands pour eux, mais enfin c'est pareil. Les usines sont réquisitionnées. Tout ce qui fabrique des moulins à café, des frigos, des congélateurs, des ventilateurs, des bagnoles, des tuyaux, de l'engrais, du ciment, tout ça, on arrête tout ça, on fabrique des tanks, des voitures, des pneus, de la poudre, etc. etc. Donc c'est ce que va faire la France quand elle aura récupéré des usines. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit quand même entouré d'usines. Alors bon, comment on va faire si... c'est simple. On va continuer ce qu'on fait d'habitude. 62% des armes actives dans les armées européennes proviennent des États-Unis d'Amérique. 62%. La proportion est plus faible en France que dans les autres armées, évidemment. Mais dans le cas présent, les 65 milliards d'efforts de guerre que monsieur le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense demandent au peuple français vont servir à acheter des armes aux Américains pour qu'on les donne à l'Ukraine. Mais ne vous inquiétez pas, ou plutôt si inquiétez-vous, nous avons signé un traité de coopération avec l'Ukraine il n'y a pas longtemps, vous avez entendu ça, de sorte que le jour où le Luxembourg envahira la France, l'Ukraine viendra nous soutenir avec des armes que nous lui avons données il y a 2 semaines. Nous vivions dans un monde de fous. Donc voilà ce que c'est que l'économie de guerre. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, cette économie de guerre? 65 milliards de dettes supplémentaires, parce qu'on n'a pas de premier fifrelin pour payer 65 milliards, ça ne vous a pas échappé. On va les prendre où, à votre avis? L'assurance chômage, l'assurance maladie, les retraites, demain les livrets d'épargne, les contrats d'assurance vie, etc., etc., etc. Et pourquoi ça? Toujours pareil, mes amis. Ils sont en train d'attaquer frontalement tout notre héritage. Le mensonge, je vous parlais tout à l'heure de la valeur de la vérité que nous avons hérité des Grecs. Le mensonge comme méthode de gouvernement est un facteur de division extrêmement puissant. Et là encore, c'est vrai dans les relations entre les personnes, dans les relations dans les familles, dans les organisations, les entreprises, les associations, quand le mensonge s'installe, plus rien n'est possible. Dans la cité, c'est la même chose.
quand on en est au point de ne même plus écouter ce que le chef... Alors c'est vrai qu'il parle tous les 4 matins, je me parle. D'abord c'est pas intéressant ce qu'il raconte, mais en plus... Mais comme disait Sacha Guitry, le pire avec lui, c'est qu'on ne peut même pas être sûr qu'il ment. Vous vous rendez compte? Ça s'est tellement installé, on a tellement l'impression qu'on en raconte des bobards à longueur de temps, qu'on n'écoute plus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pays qui n'écoute plus ses dirigeants? Qu'est-ce que c'est qu'une famille dans laquelle on ne s'écoute plus? Qu'est-ce qu'une entreprise dans laquelle le chef d'entreprise n'est pas écouté? Comment voulez-vous que ça dure? C'est impossible. Je vous parlais du droit tout à l'heure que nous avons hérité des Romains. Pour revenir deux secondes sur la crise sanitaire et les entorses innombrables, qui ont été faites à l'encontre de nos libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. Liberté de travailler, liberté de faire commerce, liberté de manifester, de se réunir, d'aller voter, même comme je vous l'ai dit, de se déplacer, etc. Et j'en passe, et combien? La censure qui s'installe sur les réseaux sociaux. La loi qui voulait interdire la haine sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez de celle-là? C'était rigolo, ça aussi. Et puis récemment, les 3 derniers textes dont vous avez évidemment entendu parler. La délation privée. Maintenant, vous n'avez même plus le luxe d'injurier votre beau-frère quand il vous emmerde pour voir déjeuner, sinon il ira au commissariat dans le matin. C'est quand même pas une vie, franchement. Ou alors l'installation d'une science officielle. Maintenant, vous savez, dans la loi, il est écrit qu'il y a certaines opinions qu'on n'a plus le droit de défendre en cas de crise, parce que si ça lutte le gouvernement, il est hors de la loi de dire que, par exemple, le machin Pfizer n'était pas un vaccin. Donc on avait le droit de le dire quand on nous donnait le micro, parce qu'il a fallu aller le chercher au client quand même, de temps en temps, mais là vous n'avez même plus le droit de le faire. Et je passe sur la liberté d'éducation pour les familles. Je ne sais pas encore combien d'entorses. L'acmé, le point d'orgue étant la forfaiture du Conseil constitutionnel qui n'a même pas censuré la loi qui suspendait les salariés non vaccinés. C'est un des plus grands scandales. Donc notre droit est attaqué. Et maintenant, avec ce qui se prépare sur les retraites, l'assurance maladie, l'assurance chômage, les allocations familiales, c'est déjà fait. François Hollande s'en est occupé très bien, merci pour lui. Qu'est-ce qui est attaqué? Notre conception de la solidarité. Cette identité très française qui fait que il peut vous arriver en existence à peu près n'importe quoi. La solidarité nationale vient d'une manière ou d'une autre à votre secours. Oh alors pas assez vite, pas comme il faudrait, pas au bon moment, pas bien géré, tout ça c'est vrai. Je suis d'accord. Mais globalement, nous avons un système de solidarité, de partage, qui fait que, en principe, personne ne devrait être laissé sur le bord de la route en cas de difficulté majeure. Bien, c'est ça qui est en train d'être attaqué, à son tour, par la Commission européenne, puisque la Commission européenne demande aux États membres, en particulier à la France, de diminuer les dépenses sociales pour faire en sorte que les comptes reviennent à l'équilibre. Et pourquoi est-il important que les comptes reviennent à l'équilibre? Pour une raison très simple, c'est que les Allemands en ont marre de payer la note pour tout le monde. D'ailleurs, ils n'ont plus les moyens, ce qui va devenir un problème. Parce que d'habitude, comme on dit de temps en temps, le couple franco-allemand, c'est plutôt Gertrude qui tape sur la tête de Robert en termes de couple franco-allemand. Là maintenant, c'est Gertrude qui pourrait claquer la porte complètement, parce qu'il se pourrait qu'elle en ait marre de l'Allemagne en question. Tout ça commence à lui coûter très cher. De sa faute. De sa faute. Donc l'Union européenne, la Commission européenne, sont en train de détruire ce qui nous est le plus cher. La vérité, le droit, le partage. Et la paix. Si nous n'avons pas ça, comment voulez-vous que nous restions à vivre en société? Est-ce qu'on peut changer ces orientations? Est-ce qu'on peut demander à la Commission européenne poliment de bien vouloir éventuellement envisager les choses un peu autrement? Je ne vais pas passer beaucoup de temps à répondre à cette question. Si nous sommes là, c'est que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'autre solution
que de quitter cette machine à broyer qui est devenue la Commission européenne. Oh, c'était pas le cas à l'origine. À l'origine, la coopération européenne, c'était un très bel objectif. Il fallait reconstruire l'Europe, il fallait que les peuples arrêtent de se faire la guerre de manière active, et donc on avait dit la paix et le partage sont les deux conditions de la reconstruction du continent. Le partage, vous savez, c'était traité sur le charbon et l'acier, c'est-à-dire une forme de répartition équilibrée des ressources pour que chaque pays puisse avoir le temps de se reconstruire. C'est un bel idéal, une belle ambition. Petit à petit, c'est devenu autre chose. Petit à petit, on a laissé l'Amérique du Nord s'installer chez nous. Petit à petit, nous avons laissé les États-Unis, qui sont par ailleurs nos meilleurs ennemis, comme je dis de temps en temps, ou moins mon ami, c'est comme on veut. Certes, nous sommes les deux seuls pays, grandes nations, à ne jamais avoir été en guerre l'une contre l'autre dans l'histoire de l'humanité. Ça ne fait pas, c'est pas rien comme situation. Mais quand même, la négligence avec laquelle les Américains traitent leurs amis devient quand même extrêmement inquiétante, et en particulier pour nous, Européens. Nous avons laissé cette dérive s'installer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de demander à quitter l'Europe, parce que non seulement de l'intérieur, la Commission ne peut pas être empêchée de faire une chose simple, d'appliquer les traités. On nous explique dans d'autres listes que un simple rééquilibrage des forces au sein du Parlement permettra de stopper la politique d'immigration. Mais la politique d'immigration est la compétence exclusive de la Commission. Comment vous faites? Alors oui, vous pourrez dire, ah ben non, là il y a trop d'argent pour ça, là il y a trop d'argent pour ça. Non. La compétence exclusive sont les traités fondateurs, le pacte migratoire signé l'année dernière. Vous ne pouvez rien. Vous pouvez composer le Parlement comme vous voulez, le pacte migratoire s'appliquera, et puis et nous paierons 20 000 € d'amende à chaque fois que nous refuserons d'accueillir un migré, un migrant, sur notre sol. Puisque c'est ça, le cœur du pacte migratoire. Pareil pour la compétence commerciale. Quand nous étions un peu plus jeunes, alors je parle comme dit la chanson d'Aznavour, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on avait en tête, de manière spontanée, fluide, 25, 30, 35, 40 entreprises françaises qui étaient des leaders mondiaux dans leur secteur. Vous vous souvenez de ces noms? Saint-Gobain, Péchinet, Alcatel, Bull, Framatome, Technique, Schneider, combien d'autres? Combien en reste-t-il? Pourquoi il n'en reste rien? Bon, d'abord parce que un certain nombre de nos dirigeants actuellement en place encore en ont profité pour s'enrichir à titre personnel de ces transactions et de ces ventes, qui devraient d'ailleurs être inquiétés par la justice pour avoir commis ce genre de délit. Deuxièmement, parce que la couardise de nos dirigeants était telle qu'ils n'ont pas résisté, pas pu résister, pas su résister aux pressions qui venaient soit de la Commission européenne, soit, encore une fois, je suis désolé de le dire, des États-Unis. Si vous voulez vous en convaincre, je vous invite à lire l'excellent livre d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Pierucci, qui s'appelle Le piège américain. Frédéric Pierucci, vous le connaissez peut-être sans le connaître, c'est celui qui a passé 16 mois de sa vie en prison aux États-Unis. C'est un cadre d'Alstom et qui s'est fait arrêter par le FBI parce que l'entreprise Alstom, paraît-il, versait des commissions et des bakchiches pour vendre ses turbines, comme si les entreprises américaines ne le faisaient pas. Tout ça est un monde honnête, évidemment. Donc il s'est fait coxer, et puis il a payé la note pour son entreprise. Lisez ça, Le piège américain, Frédéric Pierucci, c'est un livre passionnant. C'est un page-turner, comme on dit en français, c'est-à-dire quand vous ne pouvez pas vous empêcher de tourner les pages, vous le finirez d'une traite, tellement c'est passionnant et instructif. Mais nous n'avons pas d'autre moyen donc de sortir de cette emprise, parce que la Commission appliquera les traités quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et par ailleurs, je veux bien tout ce qu'on veut, comme l'a tout à fait bien rappelé tant Marc que Pierre tout à l'heure. On m'explique que le groupe ID, c'est le groupe des... Je ne vais pas dire nationalistes parce que c'est réducteur, enfin c'est voilà, c'est là où siège le Rassemblement national au Parlement européen. Et le groupe ECR, c'est-à-dire des conservateurs, là où s'apprête à siéger Reconquête s'ils ont des élus dimanche soir, il paraît qu'ils vont s'allier. Et que s'étant alliés, ça va faire des miracles.
ils seront au maximum 120, 150, 200, 200. Il y a 705 parlementaires européens. Est-ce que, en rassemblant quelques souvenirs rapides d'arithmétique, est-ce qu'il nous semble que 200 c'est la majorité de 700 ou bien non? Est-ce qu'il n'en manquerait pas un bout? Et par ailleurs, vous allez m'expliquer que des gens qui se bouffent le nez, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur la scène politique ici en France, ont miraculeusement trouvé un accord pour aller siéger au même endroit, dans une instance qui est... Non. Enfin, ils n'arrivent même pas à se parler, ils ne s'adressent même pas la parole. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas pour trouver un accord. Tout ça n'est pas sérieux. Puis il y a un tel sens de l'amitié dans ces formations politiques que, comme disait Valérie tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup changé, je te rassure, c'était pareil il y a 20 ans, ça se voyait moins. Donc ça n'existe pas, cette affaire. Évidemment que ça n'existe pas. Et quand bien même, comment faites-vous lorsque dans de mêmes groupes coexistent des Polonais conservateurs qui veulent faire la peau de la Commission tous les matins en se levant, et puis des Italiens de Mme Meloni qui ont déjà passé un accord avec Mme von der Leyen, future présidente de la Commission? Comment faites cohabiter ces deux populations dans le même groupe parlementaire? Ah ben, on sait comment ils cohabitent. Ils ne cohabitent pas. C'est aussi simple que ça. Souvenez-vous de l'épisode des frondeurs sous François Hollande. Vous vous rappelez les frondeurs? Une cinquantaine de députés socialistes un peu énervés, considéraient que François Hollande était quand même extrêmement conciliant avec des politiques de droite, on va dire. Alors, évidemment, une politique dite de droite vue par l'aile gauche du PS, ça ne nous paraît pas très droitier. Enfin, mettons que c'était leur appréciation. Mais ils ont mis un bazar innommable dans le groupe socialiste pendant les 2 dernières années de mandat de François Hollande. Innommable. Et quel a été le résultat de tout ça? Ben, vous l'avez entendu comme moi, un soir de décembre 2016, le président de la République a considéré qu'il ne pouvait pas se représenter à sa propre réélection. Parce que quand vous n'avez pas de groupe pour mener une politique, quand vous n'avez pas de groupe homogène, vous ne pouvez rien faire. Rien de rien. C'est comme de pousser une armoire en étant sur une planche à roulettes. Essayez de faire l'exercice, vous verrez qui bouge le plus. Ben là, c'est pareil. Évidemment que non, ils ne tordront pas le bras de la Commission. J'ai même entendu Éric Zemmour raconter qu'il fallait mettre la Commission européenne en dehors de Bruxelles, en dehors de l'Union européenne. Alors ça vraiment, je ne sais pas comment on fait. Là, j'ai un problème de notice de... Ces gens se nourrissent de rêves, peut-être sincèrement, c'est même pas mon propos, j'en suis pas à considérer qu'ils baratinent pour le plaisir de baratiner. Mais tout ça n'est pas réaliste, ça n'existe pas, c'est une illusion supplémentaire. Et les gens qui voteront pour eux, dimanche, seront déçus, ne mettront pas des mois à se rendre compte qu'en réalité, ce vote n'a rien changé. Alors, il reste 2 questions en suspens, mes amis. La première, c'est, alors, si nous arrivons, nous, au Parlement européen, ça changera quoi? Ça a été très bien dit tout à l'heure. Ça changera qu'il y aura déjà une palanquée de députés français qui, depuis le Parlement européen, expliqueront à nos compatriotes que décidément, il n'y a pas d'autre solution que de quitter l'emprise de la Commission, donc de quitter l'Union européenne. C'est paradoxal, allez-vous me dire? C'est pas du tout paradoxal. D'abord, la démocratie permet qu'on utilise des outils qui sont à notre disposition, et deuxièmement, personne ne contestera que le Parlement européen est une caisse de résonance, un lieu de parole, de légitimité, d'action, d'information. Évidemment, un ou l'autre pareil. Il s'agit de mettre tout cela au service de la cause, des causes que nous défendons ici, c'est-à-dire la paix, les libertés, le Frexit et la défense de notre modèle social. Voilà ce que nous avons fait. C'est pas du tout le genre de la maison, et pour avoir fait connaissance de non pas Florian, mais de nos autres colistiers à l'occasion de cette campagne, je peux vous dire qu'on ne laissera pas faire tout ça. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est, et ça intéresse le dernier jour de campagne, je vais terminer par ça. Est-ce que c'est possible, le fait? Parce qu'on dit, bon, on va sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on fait? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver tout seul? Est-ce que sortir de l'Union européenne, ça ne voudrait pas dire que
par je ne sais quelle opération, la France va faire 10 km d'ascension en altitude, va se retrouver suspendue en l'air et puis le monde continuera de tourner. Est-ce que c'est ça le Frexit? Parce que si c'est ça, on est quand même très ennuyé. Il faut reconnaître que ça va compliquer l'exercice. Il y a deux sujets en réalité. Le premier, c'est la sortie de l'euro. Et le deuxième, c'est la sortie de l'Union européenne. La première question qui se pose, c'est l'articulation des deux. Alors je vous passe les débats qui agitent les conversations entre des économistes beaucoup plus experts que moi sur ces questions, mais ce que j'ai retenu de leurs échanges, c'est ceci. D'abord, il vaut mieux sortir de l'euro avant de sortir de l'Union. Pour une seule raison. C'est que tant que vous êtes prisonnier de la monnaie, c'est grâce à la monnaie qu'on vous fait payer le prix de votre sortie. Je ne sais pas si je suis clair. Tant qu'on vous tient avec un chèque, on vous fait payer la note, et donc il vaut mieux. Une fois que vous êtes sorti de la monnaie, on ne vous tient plus, d'une certaine manière. Bien. Est-ce que sortir de l'euro, c'est compliqué? Non. Ça n'est pas compliqué. Rien dans cette affaire n'est compliqué, c'est une question de volonté politique. Une question de moelle, si on voulait être un peu trivial et que... Enfin, si on était très trivial, on dirait autre chose que moelle, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une question de volonté politique. L'État français a parfaitement le droit de décider le vendredi à 17h, après la fermeture de la bourse, et d'intimer, de prendre un décret pour dire que toutes les banques sont fermées le samedi et le dimanche, décider que nous sortons de l'euro et qu'à partir de lundi matin, le franc est en vigueur. C'est parfaitement possible. Ça, c'est le droit de l'État. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça ne va pas se faire demain matin. N'attendez pas que le week-end prochain, miraculeusement, on se retrouve. Est-ce que c'est compliqué techniquement? Pas du tout. On peut imaginer que pendant un temps, les billets qui circulent sont des euros, et puis petit à petit, le franc va remplacer. Tout ça se fait facilement. Ça, c'est une affaire matérielle de logistique, c'est pas ici. Est-ce que ça nous appauvrit? Non. Car les traités monétaires internationaux prévoient de manière très claire que lorsque vous avez 5 000 euros sur vos comptes en banque, si vous passez de l'euro au franc, vous avez 5 000 francs sur votre compte en banque. Donc ça ne change pas. Vos dettes, au lieu d'être libérées en euros, sont libérées en francs, sans que ça modifie quoi que ce soit. Alors il y a une variable, qui est la valeur du franc récupérée par rapport aux monnaies autour. Qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut se faire de deux façons. Soit ça se fait de manière négociée, auquel cas personne n'a intérêt à des écarts trop grands entre deux monnaies voisines, surtout, je pense aux Allemands en particulier, vous savez qu'on a une proportion considérable de notre commerce extérieur qui est lié à l'Allemagne. Il y a des tas d'accords croisés entre nos entreprises, enfin il y a des tas de choses qui se passent de manière coopérative et tant mieux. Personne n'a intérêt à ce que, tout à coup, le franc ne vaille plus rien, et puis que l'euro, ou l'autre monnaie qui est lui, coûte des fortunes. Donc si jamais les choses étaient négociées, visiblement, la sagesse voudrait qu'on reste à parité d'un franc pour un euro et que, comment dire, tout le monde soit satisfait avec ça. Si ça devait se faire de manière conflictuelle, pour des raisons que je ne suis pas capable de vous expliquer très longtemps, mais ce que je comprends, c'est que la régulation des monnaies se fait à partir de la santé des économies. Et que quand vous êtes à, comment dire, un panier de la ménagère comparable, un pouvoir d'achat comparable, avec des standards économiques comparables, grosso modo, les monnaies s'ajustent et les marchés font ce qu'il faut pour réguler tout ça. Personne n'a intérêt, encore une fois, à ce que le franc s'effondre une fois que nous serons passés au fond. Alors vous allez me dire, on a 3 000 milliards de dettes. La réponse est simple, doctrine Bernard Tapie. Oui, Bernard Tapie. Si vous êtes endetté un peu, vous ne dormez pas. Si vous êtes très endetté, c'est votre banquier qui ne dort pas. C'est le gros avantage de la situation. Personne n'a intérêt à ce que la France soit ruinée. Les fonds qui possèdent une partie de notre dette souveraine, qui sont en capacité d'attaquer la nouvelle monnaie sur les marchés, n'ont pas intérêt à le faire, puisqu'en affaiblissant la monnaie dont ils détiennent une créance, ils perdraient de l'argent. Pourquoi voulez-vous qu'ils le fassent? Donc en fait, c'est pas si difficile. La seule différence, c'est que, en admettant que notre franc soit une monnaie un peu plus faible dans le concert international que l'euro ou son équivalent,
équivalent. Le gros avantage pour nous, c'est que ça nous permettrait d'exporter beaucoup plus facilement, puisque nos voisins pourraient acheter moins cher ce que nous fabriquons, et ça aurait une conséquence de renchérissement de nos importations. Donc la difficulté consisterait à ce que nous ayons davantage de choses à exporter qu'aujourd'hui. Et donc la conséquence immédiate en termes de politique publique, si nous sortons de l'euro, c'est de réindustrialiser le pays plus vite, de manière plus dense et de manière plus variée que ce qui est fait aujourd'hui. Je veux dire que ce qui est fait aujourd'hui, c'est pas très dur, mais il faudrait vraiment changer de braquet pour que ça ait une efficacité quelconque. Donc ça voudrait dire accepter la construction d'une unité industrielle de manière plus rapide, ça voudrait dire changer les législations sur les permis de construire, les enquêtes publiques, les autorisations, enfin des tas de choses qui sont aujourd'hui légitimes, en tout cas dans le principe, mais qui sont des vrais empêcheurs d'investir pour les entreprises et de se développer. C'est ça le changement. Donc la sortie de l'euro n'est pas véritablement un problème. Un certain nombre d'observateurs considèrent enfin que, et je vous dis ça pour mettre un petit peu boum d'espoir sur le front, les Allemands sont en situation, comme je vous disais tout à l'heure, de payer assez largement la dot des dettes des pays d'Europe du Sud. Ils n'en peuvent plus, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce pays est en train, d'être fragilisé à un point inconnu, au moins depuis la réunification, c'est-à-dire depuis presque 35 ans. Il n'a plus d'excédent commercial, il n'a plus d'excédent budgétaire, et donc il n'a plus les moyens d'acquitter les factures grâce auxquelles la zone euro se maintient. Car si l'Allemagne arrête de payer la dot des pays endettés du Sud, il n'y a plus de zone euro. L'intérêt des Allemands, c'est qu'il y ait une zone euro, mais il y a un moment où ils ne pourront plus payer. Donc il n'est pas du tout impossible, dans les scénarios qui sont envisagés par ces experts, que, effectivement, à un moment ou à un autre, la sortie de l'euro se fasse de manière concertée. On n'a même pas besoin, de faire un coup de force ou de taper du poing sur la table pour quitter la monnaie unique et rétablir le franc. Alors est-ce que la sortie de l'Union maintenant est possible? Ben oui. Ce sera même plus facile que ce qu'on craint. Pour une raison simple, il y a un précédent. Et donc, on ne va pas être obligé, comme les Anglais, de réécrire je ne sais pas combien de traités, ligne par ligne, page par page, pays par pays, ou sujet par sujet. On va prendre les traités qu'ont signés les Anglais, on va faire pomme C, pomme V, comme sur le clavier de l'ordinateur, et on mettra France à la place de Royaume-Uni, et en voiture Simone, comme disait ma grand-mère. Donc en fait, on croit que c'est plus difficile de sortir de l'Union européenne parce qu'on est dans l'euro et parce que nous sommes la France. En réalité, il faut considérer que c'est plus facile parce que sortir de l'euro, c'est pas si dur, mais en plus, le précédent anglais nous aide à savoir comment il faut faire, est-ce que les Anglais ont pris, je ne sais pas, 3, 4 ans, 5 ans à faire. Ça va nous prendre beaucoup moins de temps que ça. Et après tout, pourquoi pas s'inspirer de ce que les Anglais font de bien quand ils font quelque chose de bien. Ça n'arrive pas si souvent. Pour une fois, ça ne coûtera pas cher. Je vous dis ça parce que l'ancien pilier gauche du 15 parlementaire a quelques souvenirs de matchs contre les Anglais, donc voilà. Je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je parle de l'Angleterre Voilà, c'est un private joke, comme on dit en français. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir pour vous rassurer sur la fin de cette campagne. En tout cas, comme ça a été dit très bien tout à l'heure par Valérie, par Pierre et Marc, il y a quelque chose qui est... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Ah non, Martin, pardon. Où est-ce qu'il est? Il m'a pas entendu, donc là. Donc il dit pas. Il y a un premier élément qui est l'extraordinaire facilité avec laquelle nous avons fait cette campagne. Valérie l'a très bien dit tout à l'heure. Ça fait quelques décennies maintenant que je suis engagé dans ce type d'action. Quelques dizaines de campagnes électorales de monteurs avec des annonces de toute nature. C'est la première fois que c'est si fluide, si facile et si productif. Et j'en profite pour remercier nos
collaborateurs respectifs qui sont là-bas derrière. Alors Pierrick est en train de casser la croûte comme d'habitude. Tamila le contemple comme d'habitude. Et de l'autre côté, c'est François et Laurine qui sont avec nous. Ça c'est bien, François et Laurine si j'ose dire. Et Pierrick et Tamila, vous les connaissez, sont des amis des Patriotes. Si vous pouviez leur réserver une salle d'applaudissements. Deuxièmement, c'était pas si simple de faire ce rassemblement. Pas si simple. Oui et non. Simple parce que, comme ça a été dit toute la soirée, vous l'avez bien senti, nous avons en partage les mêmes convictions, les mêmes priorités. Et si nous nous sommes écartés, comme nous l'avons fait, de Reconquête, sans regret, surtout quand on voit comment ça tourne, c'est que précisément, à un moment, il a été très clair que nous n'avions pas, dans cette campagne, les mêmes priorités. Et le simple fait que les responsables de Reconquête aient publiquement souhaité que l'Ukraine l'emporte militairement contre la Russie nous met déjà dans des mondes absolument parallèles. Nous ne parlons plus de la même chose lorsqu'il s'agit de positions sur ce type de questions. Ça n'est pas le seul sujet, ni le premier, ni le dernier. Nous avions en partage ces convictions. Nous avons travaillé ensemble depuis longtemps. Nous avons fait liste commune régionale dans le Grand Est, pas très loin d'ici, en 2021, avec un bon résultat d'ailleurs. On était, la liste conduite par Florian déjà à l'époque avait fait 7,5%, alors que les sondages la donnaient à peu près à 7 fois moins que ça, donc vous voyez que tous les espoirs sont permis pour dimanche. Simplement, il a fallu faire l'effort de se dire que nous avons des cultures différentes à concilier, des manières de parler qui ne sont pas les mêmes, des façons d'exprimer notre colère ou notre rage qui sont parfois un peu plus directes, parfois un peu plus arrondies. Il a fallu apprendre à faire le même texte néanmoins. C'est un peu comme dans le mariage, vous savez, on dit souvent le mariage consiste à devoir régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on était resté tout seul. La liste des rassemblements politiques, c'est à peu près la même chose. Sacha Guitry rajoutait la plupart des hommes n'ont que ce qu'ils méritent, les autres sont célibataires. Voilà, ça c'est pour votre... c'est pour votre méditation du soir. Ne me lancez pas là-dessus parce que je disais ça aux gens que je mariais dans ma mairie quand j'étais en situation de le faire, on devait passer un bon petit moment. Mais là, nous sommes ajustés facilement. Parce que, très simplement, il y a deux choses qui nous guident et qui ne guident pas les gens que nous avons sollicités pour rejoindre ce rassemblement et qui ont refusé. Je parle principalement de François Asselineau, vous le savez, et Nicolas Dupont-Aignan, quoi qu'il en dise. Il y a la sincérité de notre engagement. Cette sincérité est partagée, elle est commune. Elle est sur les thèmes que nous développons. Et il y a le fait que nous considérons que l'urgence emporte tout. Et que, compte tenu de l'imminence de la catastrophe que je ne souhaite pas, mais qu'on voit malheureusement s'approcher petit à petit, le temps n'est plus venu des tergiversations et des tortillages de popotin. Il faut s'unir. Un point, c'est tout. Je regrette infiniment. Et nous continuerons parce que la bataille pour le Brexit ne s'arrêtera pas le 9 au soir. Nous avons lancé cette campagne sur l'OMS pour alerter les Français sur le fait que ça leur coûte quand même quelques dizaines de millions par an cette affaire pour pas grand-chose. Nous allons continuer à nous bagarrer contre le mensonge pour la paix. Tout ça, nous continuerons après le 9 juin. Et le fait d'être déjà réunis dans cette salle, de pouvoir envisager de manière commune l'échéance de dimanche et de se dire que quoi qu'il arrive, nous continuons. Les amis, nous avons des à gagner. On ne s'en rend pas encore tout à fait compte, les autres non plus, mais je vous assure, le ferment de la victoire est ici dans cette salle, comme dans toutes les salles. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour les quelques jours qui restent. Je sais que vous êtes déjà très actifs. On va vous en demander encore un petit peu plus pendant les 4 jours qui viennent, enfin jusqu'à vendredi, puisqu'à partir de vendredi soir, vous savez, vous pouvez rester chez vous. Sauf pour les panneaux d'affichage devant les bureaux de vote, puisque jusqu'au jour du scrutin, vous avez le droit de bien rafraîchir, comme vous le savez certainement. Pour le reste, propagez cette parole, et même si on vous prend pour je ne sais pas quoi quand vous évoquez la question de la sortie de l'Union européenne, ne craignez pas de continuer après tout
un jour viendra où on saura que vous avez raison. Merci à tous.